Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. La crise que connaît le ministère de l'Éducation nationale semble persister. Les tractations piétinent. En 6 semaines, ils étaient près de 100 000 enseignants à se mobiliser. Une mobilisation qui ne fléchit pas malgré la réunion tenue ce jeudi qui fait suite à la rencontre de lundi présidée cette semaine par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Cette réunion tenue le 30 novembre a, rappelons-le, impliqué uniquement les 4 syndicats qui prennent part aux négociations avec le ministère de l'Éducation. Elle a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Chakib Ben Moussa, en présence du ministre de l'Emploi, Younes Skouri, et du ministre délégué chargé du budget, Fouzi El-Qja. Un accord a été conclu pour émettre une circulaire ministérielle confirmant le gel du nouveau statut des fonctionnaires et l'amélioration des revenus des enseignants. Il a été également convenu d'organiser le concours d'accès aux centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Cela en attendant le prochain rendez-vous prévu pour le 6 décembre. De leur côté, les enseignants ne comptent pas suspendre leur grève. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui fait planer le spectre d'une année blanche. Et ceux qui paient le plus lourd tribut aujourd'hui sont les élèves pris en otage depuis près de 2 mois. Il y a donc urgence. Arriver à une entente entre gouvernement, syndicats et coordination est une nécessité. Quelles sont aujourd'hui les revendications des coordinations? Quel scénario possible pour une sortie de crise? Peut-on craindre une année blanche pour les étudiants du secteur public? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Abdelnasser Naji. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec nous également M. Ali El-Hareichi, vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et puis, nous avons également M. Mohamed Guedira. Vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation, Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également depuis Tétouan, Fouad Rouadi. Vous êtes directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale à Tétouan. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Donc, je vais commencer par un tour de table. Qu'est-ce qui ressort de cette dernière réunion? Commençons par vous, Monsieur Guedira. Alors, vous savez, la véritable force commence par la sagesse. Et il faut le reconnaître. Il y a des attentes qui ont été abîmées par le nouveau statut. Les syndicats et le gouvernement ont eu ce courage, la sagesse, pour se remettre autour d'une table pour discuter. Bien sûr, moi, je retiens beaucoup d'éléments. D'abord, la bonne volonté du gouvernement et des syndicats pour siéger, malgré les trébuchements qui ont eu lieu. On est donc sur une bonne voie. Oui. Deuxièmement, le gel de ce statut unifié. Troisièmement, c'est rétablir la confiance. Vous Absolument. savez, la confiance est un élément fondamental aujourd'hui dans ce cas d'espèce. Et par conséquent, le rétablissement, le problème actuel réside dans cette perte de confiance. Je retiens aussi un troisième élément, c'est la concrétisation très rapide de solutions pour des éléments de refus des coordinations. Quatrième élément, et je vais terminer avec un cinquième, c'est les deadlines du 15 janvier. Absolument, nous allons en parler. On a négocié pendant 2 ans avec 2 rounds. Maintenant, il y a un deadline, il y a des communiqués après, et donc la communication est un support essentiel pour pouvoir avancer. Je crois que les professeurs sont bien avertis, les syndicats, le gouvernement aussi, et par conséquent, il y a le gel aussi, le gel de ce statut, et le gel a été concrétisé par la circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Absolument, hier, et oui. par conséquent, c'est un démarrage, c'est un début pour rétablir la confiance entre les enseignants et le gouvernement. Effectivement, il y a donc une ouverture de dialogue. Maintenant, je me tourne vers vous, Monsieur Abdelnasser Naji. Que pouvez-vous nous dire sur les négociations d'hier et cette réunion? Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Bon, je pense qu'il y a des points positifs, comme l'a dit ici Guedira.
il y a aussi des points négatifs qu'il faut bien sûr essayer de dissiper pour pouvoir avancer de l'avant et avoir des négociations qui aboutiront à des résultats positifs. Alors moi, je vais essayer de faire une comparaison entre l'ancien dialogue et le nouveau dialogue. Parce que l'ancien dialogue a abouti à un statut unifié qui n'était pas à la hauteur des aspirations de toutes les parties prenantes. Donc pour ne pas refaire les mêmes erreurs, je pense qu'il faut faire une comparaison. Alors de point de vue similitude, il y a d'abord la présidence du chef du gouvernement. C'est lui qui a présidé l'ancien dialogue, mais s'est contenté de lancer le dialogue. Et après, il est devenu absent tout au long de ce dialogue. Et à la fin, on a abouti au statut unifié. Deuxième similitude, ce sont les interlocuteurs. Alors, les interlocuteurs, lors du premier dialogue, ce sont les 4 syndicats. Aujourd'hui, on retient la même solution, la même démarche, et on continue à négocier avec les mêmes syndicats, alors qu'on sait que les coordinations, elles pèsent de leur poids dans le terrain. Ils contrôlent même le terrain. Mais elles ne sont pas institutionnalisées pour le moment. Donc Oui, mais ça, je pense que ce n'est pas un obstacle au dialogue. On peut toujours trouver des solutions pour dialoguer. Mais à part ça, il y a aussi la non-implication du 5e syndicat qui faisait partie du dialogue de départ, mais qui s'est abstenu après l'accord du 14 janvier. Et il fait partie des syndicats les plus représentatifs. En plus de ça, il coordonne avec les coordinations. Aujourd'hui, ce syndicat coordonne avec les coordinations. Donc je pense qu'il fallait appeler au dialogue même ce syndicat pour essayer un peu d'apaiser et de calmer le terrain et pour lancer le dialogue sous de bons auspices. Parmi les similitudes, on peut aussi parler de la référence du dialogue. La référence du dialogue était l'accord du 14 janvier. Aujourd'hui aussi, on conserve l'accord du 14 janvier comme référence à ce dialogue. Alors que cet accord même était le sujet de beaucoup de réserves de la part d'abord du 5e syndicat, qui est le FNE, et de la part des coordinations. Donc, poursuivre le dialogue sur la même référence, ou le même référentiel, risque aussi de faire obstacle au bon avancement du dialogue. L'autre élément qui est parmi les similitudes entre le dialogue du 14 janvier et le dialogue qui a commencé hier, c'est la présidence ou bien la partie qui pilote le dialogue. Alors aujourd'hui, la partie qui pilote le dialogue, c'est le ministère de l'Éducation. C'est la même chose pour l'ancien dialogue, c'était le ministère de l'Éducation, et on se rappelle que même les syndicats qui faisaient partie du dialogue se sont opposés à ce pilotage en disant que le ministère de l'Éducation a procédé... La supervision du chef du gouvernement. Oui, aujourd'hui, c'est la différence. En espérant qu'il va poursuivre dans la supervision, parce que dans l'ancien dialogue, il était aussi le superviseur. Mais il n'a pas poursuivi, c'était indirectement. Aujourd'hui, s'il supervise directement le dialogue, on aura peut-être des solutions. Très bien, donc on retiendra pour M. Guédira l'ouverture, donc la réouverture d'un dialogue qui est un signe positif, et puis pour vous, l'intégration potentielle des coordinations qui serait un pas en avant. Monsieur El Haraichi, que pouvez-vous nous dire sur cette réunion qui s'est tenue hier? Bon, d'abord, je pense que l'essentiel a été dit, mais il faut revenir à cette forme de dialogue
Et il fait suite à quoi? En fait, on ne parle pas d'un problème ou d'une problématique qui date d'un mois, 2 mois, mais il revient à il y a 2 ans ou même plus par rapport aux fonctionnaires. Est-ce qu'ils sont fonctionnaires, les professeurs, les enseignants, c'est-à-dire qu'ils font partie de la REF. Donc, cela a commencé depuis, on va dire, depuis 4 ou 5 ans. Ils ont essayé de trouver une solution, mais d'autres problématiques et d'autres problèmes du corps enseignant, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale ont été mis sur la table. Et il faut dire qu'il y a eu, c'est vrai, l'année dernière, enfin au début de l'année, on parle du dialogue du 14 janvier, l'arrivée à un certain statut unifié, mais les aboutissements de ce statut unifié n'ont pas convaincu les acteurs concernés par... Qui ont signé, il faut le rappeler. Alors voilà, je reviens, ce sont les 4 syndicats qui se sont engagés, mais est-ce que ces syndicats sont les corps intermédiaires représentant tous les enseignants qui sont dans la rue aujourd'hui? Aujourd'hui, on qualifie ça dans la vie politique de la mobilisation collective. Nous sommes dans une forme de mobilisation collective. Certes, il y a des corps intermédiaires qui sont les syndicats qui se sont engagés et qui se sont encore engagés pour renouer le dialogue, c'est-à-dire on parle de la réunion avec le chef du gouvernement et puis avec qui s'est passé hier avec le comité tripartite, mais on parle des coordinations. Donc ces coordinations-là qui ne sont pas inclus dans ce dialogue-là alors qu'ils sont représentants d'une grande partie des enseignants. On peut arriver à des solutions et c'est tant mieux, c'est ce qu'on recherche, parce qu'on parle de 7 millions d'élèves marocains qui sont aujourd'hui, pendant presque 2 mois, qui ne sont pas partis à l'école. On parle d'un risque d'une année blanche, comme vous avez avancé au début. Et quand on parle de 7 millions d'élèves, on parle de presque 3 millions ou 3,5 millions de familles. Donc il y a une convergence de problèmes qui peuvent émerger de ce problème de l'éducation nationale s'il n'est pas résolu. Donc, en revenant à ce dialogue entre les 4 syndicats et le gouvernement, si vous voulez, supervisé par le chef du gouvernement cette fois-ci, il y a eu une forme de compromis. Il y a eu une forme de compromis à partir du gel de ce statut unifié et sur 3 points plus importants, la revalorisation des salaires, les salaires qui ont été retenus peut-être pour le mois prochain, ils ne le seront pas, mais il y a une demande que cela soit rétroactif pour ce qui a été retenu. Absolument. Et puis l'arrivée, d'ici le 15 janvier, à une solution et à la mise en œuvre d'un texte avec ses décrets d'application. Maintenant, le compromis, est-ce que le compromis, tout le monde peut adhérer? Est-ce que tous les acteurs sont inclus dans la prise de décision? Et vous savez, il y a une définition de la gouvernance de la Banque mondiale qui dit quand il y a une divergence et les intérêts diffèrent, il faut inclure tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas institutionnalisés. Bon, pour la Banque mondiale, il parle même informel. Mais alors, il faut que ces personnes-là, à mon avis, soient incluses dans le dialogue pour essayer de trouver une solution globale pour sortir de ce problème, parce qu'il paralyse l'enseignement, il paralyse... on va en parler tout à l'heure, mais d'ailleurs ces coordinations, elles divergent aussi dans les revendications, elles ne demandent pas tous la même chose, donc c'est un peu compliqué de tous les regrouper. Il faut qu'elles fixent certains points essentiels qui soient communs. On va en parler tout à l'heure durant l'émission. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Fouad Rouadi. Que pouvez-vous nous dire sur la réunion d'hier, ce qu'il en ressort? Oui, comme a été dit par M. Vdira, encore une fois, le gouvernement et le ministère confirment, réitèrent leur volonté sincère de débloquer la situation et de se repencher sur la réforme, dont l'objectif ultime est de booster les apprentissages des élèves. Bien sûr, tout en rappelant que parmi les principes sur lesquels repose cette réforme, c'est premièrement la valorisation du métier de l'enseignant. Et bien sûr, le chantier de l'école pionnière peut porter témoignage. Aujourd'hui, c'est ce chantier qui prend pour un professeur épanoui, formé et engagé. Et bien sûr, c'est plus une vision, c'est une réalité qu'on peut palper sur le terrain. Puis il y a le deuxième principe qui est la co-construction. C'est une approche qui a été adoptée dans tout le processus de la réforme
y compris celui du statut unifié. Le processus maintenant est relancé et il nous a permis, lors de la dernière rencontre, de faire des avancées concernant le gel, premièrement, du statut qui sera concrétisé par une note ministérielle. Puis il y a ce point concernant les sanctions qui vont être reprises telles qu'elles étaient faites dans le statut de la fonction publique. Puis il y a bien sûr le point le plus important, c'est l'augmentation des salaires qui fera l'objet de la prochaine réunion du 6 décembre. Absolument, ce qui est pour très bientôt ce deuxième round. Maintenant, parlons de cette confirmation du gel du statut unifié. Qu'est-ce qu'il implique, M. Guedira? Écoutez, d'abord, ça rassure. Il faut le reconnaître, ça a été demandé par les syndicats, ça a été demandé par les professeurs. Il y a bien sûr des épilogues concernant le concept, retirer, suspendre. En tout cas, moi je dis stopper. Et la bonne foi, la bonne volonté, c'est de le stopper. Maintenant, ça a été, comme l'a dit Fouad, ça a été concrétisé par la circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Alors, le gel, bien sûr, ça veut dire qu'on va alimenter, changer, retirer, perfectionner certains éléments du statut. Et ça, c'est une très bonne chose. Justement, on parle de changement ou d'un nouveau statut, carrément? Non, il n'y a pas de nouveau statut. On va alimenter l'ancien statut. Il n'y a pas de problème. C'est plus de 90 points. Ça sera discuté. Et c'était la doléance des syndicats. Ça sera discuté point par point. Et je pense que le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale ont accepté cette démarche. Donc, il n'y a aucun problème sur la bonne volonté et la bonne foi. Maintenant, débattre sur la sémantique, est-ce qu'il faut retirer ou... Pour moi, et je parle sous le contrôle de mon ami qui est juriste, retirer, ça nécessite toute une procédure qui pourrait durer un mois et demi. Donc, c'est retarder encore l'échéance. Absolument. Moi, je pense que les syndicats et le gouvernement, avec le ministre de l'Éducation nationale, ont pris une décision très sage de geler, de concrétiser par la circulaire et d'alimenter point par point les éléments qui constituent le statut. Bien sûr, comme on l'a dit au début, il y a la confiance. D'accord ? Mais maintenant, nous sommes sur un nouvel registre ou un nouveau registre et par conséquent, la confiance, elle est là du moment que les syndicats... Alors, il y a un point qui a été évoqué par mes collègues tout à l'heure, c'est que est-ce que les coordinations doivent être représentées ou non? Absolument, oui. Moi, je pense, il n'y a aucun mal. Ça a été déjà fait par ce gouvernement, d'accord? Ministre de la Justice, d'autres ministres. Il n'y a aucun mal, il y a un blocage, donc il faut débloquer et il y a une coordination nationale. Vous pensez également qu'il faut les intégrer? On va pas inviter les 22 coordinations. Absolument. Mais on va inviter 3 ou 4 éléments de la coordination nationale sous la coupole des syndicats, il n'y a aucun problème. Et parce que si la bonne foi est là de tout le monde, ça veut dire qu'on doit accepter de négocier et de débattre. Monsieur Fouad Rouadi, comment pourrait s'opérer cette intégration des coordinations, justement, selon vous? Oui, en fait, je voulais juste revenir sur ce gel, comme l'a dit M. Guedira, qui a suscité beaucoup de débats. En fait, c'est vraiment désolant aujourd'hui de mettre en péril une telle réforme pour une affaire qui est, à mon sens, sémantique artificielle. Le terme gel a suscité une grande polémique. Le terme, à mon sens, est clair. Et les instructions qu'on a reçues en tant que, sur tous les niveaux de la chaîne de management, à ce propos, c'était d'arrêter le travail immédiatement avec le nouveau statut. Aucun document, aucun acte ne doit être pris sur la base de ce statut. Et le terme du gel est clair et laisse entendre rien d'autre qu'il n'a plus d'effet juridique. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être objet, comme je viens de dire, d'une note ministérielle, comme a été déclaré hier.
Ce qui confirme cette bienveillance et cette bonne volonté justement dont parlait M. Guédira, mais en ce qui concerne les coordinations? Oui, exactement. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit et des institutions. Les négociations doivent se faire avec les institutions qui sont les syndicats, à mon sens. C'est seulement dans ce cadre qu'on peut dialoguer d'une manière réfléchie, réaliste, pour apporter des réponses tout en prenant compte des contraintes et procédures, que ce soit administratives ou budgétaires. Aujourd'hui, on est devant 22 coordinations. Certes, dans ce contexte, ils ont pu mobiliser un nombre très important des enseignants, mais il reste son statut institutionnel et reste catégoriel. Et plus encore, il y a ce problème d'engagement. Les engagements vont-ils être acceptés du moment où il n'y a pas cette représentativité institutionnelle? Je crois que l'espace naturel aujourd'hui de ces coordinations, c'est au sein des syndicats et c'est à travers eux qu'il faut porter leur voix et revendications pour pouvoir participer au dialogue. Monsieur Nagy, donc si on intègre ces coordinations, que se passera-t-il selon vous? Quel pourrait être l'apport réel qu'il pourrait avoir? Je pense qu'il y aura un grand apport parce que ce sont les coordinations qui sont maintenant dans le terrain. Ils ont une force, ils ont un pouvoir de mobilisation et ce pouvoir de mobilisation, ils peuvent même l'utiliser contre des solutions qui, en principe, sont des solutions à leur faveur. Mais comment unifier il y a un obstacle psychologique qu'il faut dépasser. Cet obstacle psychologique, on peut le dépasser en invitant les coordinations. En plus, il y a une seule coordination maintenant qui regroupe toutes les coordinations, c'est la coordination nationale. Il a un coordinateur, il a des membres de bureaux. Mais quelles sont leurs revendications aujourd'hui? Bon, les revendications, ils sont connues maintenant. Est-ce qu'elles sont unifiées? On peut dire qu'elles sont unifiées? Elles sont unifiées entre les coordinations. Bien sûr, il y a des revendications qui dépendent des catégories professionnelles. Ça, ce sont des revendications que même le gouvernement, le chef de gouvernement, a dit qu'ils vont respecter ou bien répondre favorablement à ces revendications. Mais je pense que les principales revendications sont d'abord l'augmentation des salaires. Et ça, en principe, il y a un accord maintenant entre le gouvernement et les syndicats. Reste à négocier la valeur de ces augmentations. Je pense pour un montant de 2500 dirhams. 2500 dirhams, je pense que ça, c'est le minimum que doit donner le gouvernement parce qu'il a un engagement dans le programme de gouvernement pour augmenter les salaires de 2500 dirhams. Sur le budget total, donc, ça représente 4 milliards de dirhams. 4,2, donc 4,2 milliards de dirhams. Bien important. Bon, je pense que le gouvernement peut donner ou bien peut... faire l'effort. Faire l'effort, oui, faire l'effort On semble aller dans cette direction dans tous les cas. Pour acheter la paix sociale, donc ça c'est très important. Deuxième revendication, elle concerne le retrait du système de sanctions. Et je pense qu'à l'issue de la réunion d'hier, ils sont d'accord pour revenir à la fonction publique, ce système de sanctions de la fonction publique. Troisième revendication, elle concerne les fonctions de l'enseignant, les missions, les tâches de l'enseignant. Ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas majeur. On peut tout à fait fixer les tâches de l'enseignant qui répondraient aux besoins ou bien aux revendications des contestataires. Mais je pense que le plus grand problème... Justement, j'allais y venir. Quel est le problème, justement? Le plus grand problème, il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'intégration des cadres d'académie dans la fonction publique. Et ça, c'est l'une des principales revendications des coordinations. Et je pense pas, ça c'est mon avis personnel, je ne pense pas que le gouvernement va intégrer les cadres d'académie dans la fonction publique. Parce que c'est très difficile de le faire.
Et il y a des engagements du gouvernement vis-à-vis d'autres instances. Donc, je ne pense pas qu'il va le faire, d'autant plus que ça, c'est une démarche qui a été, ou bien une approche qui a été adoptée par le gouvernement depuis je dirais même 2012. 2012, et puis c'est concrétisé en 2016 avec la contractualisation avec les cadres d'académie. Donc je pense que ça, c'est un problème majeur. Donc le deuxième problème majeur, il concerne le système d'incitation. Alors ce système d'incitation, il a été élaboré par le ministère de l'Éducation sur la base d'une démarche, d'une approche qui se base sur le nouveau management public et qui lie la performance ou bien la promotion à la performance et au rendement. Et ça, c'est un système qui était intégré dans le statut unifié et qui va obliger les enseignants à travailler selon une approche de rendement et de performance qui ne lie pas la fonction de l'enseignant à sa performance personnelle, mais il le lie à la performance des élèves. Performance des élèves, c'est-à-dire les résultats scolaires, les résultats d'apprentissage. Et en faisant cette liaison entre le travail de l'enseignant et les résultats d'apprentissage, les enseignants ont peur que ça ne donne pas vraiment la valeur exacte de leur travail et de leurs efforts. Monsieur Gdira, que pensez-vous de ce système d'incitation? Ça ne pourrait pas être une bonne chose, peut-être? Pour moi, c'est une bonne chose. Hein. Peut-être la déformation professionnelle, je suis spécialiste en management, et donc il y a toujours, c'est lié dans toutes les organisations, la promotion est liée à la performance. Puis bien sûr, dans la grille, il y a la performance individuelle, il y a la performance collective, il y a la performance des élèves. Il n'y a pas de corrélation, je dirais, systématique entre la performance de l'enseignant et, je dirais, la promotion. On peut trouver une flexibilité sur une grille d'évaluation qui va bien sûr, je dirais, entre guillemets, plaire aux enseignants et qui va satisfaire le gouvernement et les syndicats. Il y aura toujours, vous savez, dans une négociation, il y a toujours des compromis. Absolument. Il n'y a aucun problème. On peut, mais maintenant, c'est la question qui se pose, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, c'est comment rétablir la confiance. Parce que pour moi, la confiance simplifie les relations, simplifie les négociations. Je dirais, permet de suspendre les peurs, etc. Et donc, justement, aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les coordinations. Il y a une crise de confiance. Le gouvernement et les enseignants. J'aimerais lancer M. Harich dessus. 2 secondes. Je pense que le gouvernement a présenté, je dirais, une carte de bonne conduite pour pouvoir aller de l'avant et briser, je dirais, cette absence de confiance. Et justement, vous, M. Harich, que pouvez-vous dire sur cette crise de confiance ? Oui, la crise de confiance, puisqu'on parle de plusieurs années, et puis il n'y a pas eu de solution. Même quand il y a eu un statut unifié, cela a été mal compris par les uns et par les autres. C'est-à-dire le résultat, quand on a eu au début de l'année donc des grèves et qui durent autant de mois, enfin presque 2 mois, ça veut dire qu'il y a une crise de confiance. Maintenant, on ne peut que saluer effectivement le gouvernement qui essaie de tendre la main avec les syndicats. Mais il faut encore tendre la main plus. Moi, je pense qu'il faut intégrer les coordinations. Dans un état de droit, oui, dans un état de droit, on part... Mais vous pensez qu'elles doivent être aussi chapeautées par les syndicats comme l'a proposé M. Gdira ? Peu importe la formule, puisque ces coordinations, ils ont un coordinateur ou 2 coordinateurs, et c'est ça parce que, comme l'a bien dit mon voisin, c'est la paix sociale. Nous avons une mobilisation collective, et parfois on a des convergences de d'autres mobilisations qui peuvent arriver. Donc le gouvernement a intérêt de résoudre une fois pour toutes ce problème avec les enseignants, et c'est une manière de rétablir la confiance, d'autant plus que la majorité des revendications sont aussi portées par les syndicats. Et le gouvernement a accepté donc de revaloriser les salaires, il a accepté de
maintenant les promotions alors là, il y a eu des différences. Il faut trouver un consensus et un compromis. Et je pense quand on intègre la revendication, la coordination ou celle qui rassemble toutes les coordinations, les 22, ils vont arriver à un résultat. Et pour parler de rétablissement de confiance, quand ils reviennent à la rue, à ceux qu'ils représentent, ils vont dire voilà, on est arrivé à une solution. Mais s'ils ne sont pas intégrés, malheureusement, ils risquent, moi je pense, que les enseignants, ou une grande partie des enseignants, risquent de rester dans la rue. Et ce n'est pas la solution qui est recherchée ni par les parents d'élèves aussi, il ne faut pas les oublier, ni par les élèves, ni par le gouvernement, ni par les syndicats. Donc, il faut intégrer, et cela va donner, sincèrement, un rétablissement de la confiance entre tous, puisqu'il faut écouter les autres, d'autant plus que le gouvernement est en train de réaliser certaines attentes et il est en train de répondre à certaines attentes qui sont ouvert au dialogue également. Par rapport à les points que vous avez cités, effectivement, parce qu'on parle de passer de ressources humaines à fonctionnaires de l'État. Si maintenant c'est au gouvernement, ce n'est pas que le ministère de l'Éducation, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, mais d'autant plus qu'ils ont été déjà, comme j'ai dit au début, intégrés au système de l'État, mais c'est le titre de fonctionnaire. Maintenant, le point le plus important, vous l'avez cité, c'est la compétence ou la promotion. Il peut y avoir des promotions selon, c'est-à-dire ce qu'a donné l'individu, mais par rapport aux élèves, il faut aussi donner les conditions à cet enseignant pour pouvoir accompagner ses élèves et produire, c'est-à-dire les résultats des élèves. Le rendement, comme voilà, ça a le été rendement dit par rapport aux élèves. Il y a ces chiffres donc, qui ont été énoncés aujourd'hui sur le plateau de 7 millions d'élèves que vous avez énoncé tout à l'heure, 3 millions de familles qui sont touchées, 100 000 enseignants qui se mobilisent. Que pouvez-vous nous dire sur le constat sur le terrain et sur ces chiffres, Monsieur Fouad Rouadi? Si vous permettez, je voulais juste revenir sur quelques points qui ont été évoqués par M. Nagy. Le premier concernant en fait le retrait du nouveau statut. Et là, je crois que personne ne peut me contredire parce qu'en fait, le nouveau statut a apporté quand même des réponses à plusieurs revendications. Je citerai juste à titre d'exemple leur échelle pour les 80 000 enseignants du cycle primaire et collégial. Aujourd'hui, le fait de le retirer ou de l'annuler, et là je me pose la question, est-ce qu'il ne produira pas un mécontentement chez cette catégorie? Je suis sûr et certain que dès le lendemain, on aura une nouvelle coordination, celle des victimes de ce retrait. Le gel, en fait, à mon sens, c'est pour porter les modifications, les amendements nécessaires, sans porter atteinte aux acquis. Ça, c'est le premier point. En fait, pour le deuxième, celui de la motivation, Monsieur Nagy, en fait, l'a lié au résultat des élèves, c'est plutôt au progrès réalisé. Ça veut dire qu'on a une situation de départ, c'est qu'on arrive à mesurer avec bien sûr les diagnostics du début de l'année, et puis nous avons les résultats de fin d'année qui nous permettent de mesurer l'effort qui a été fourni et sur la base duquel on peut vraiment accorder cette motivation aux enseignants. Donc en fait c'est une logique de mise en place d'un système de qualité qui va nous permettre de booster les apprentissages des élèves. En fait, par rapport au point de la confiance, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations, si je n'ose pas dire de mauvaises intentions, ce qui nous pousse à demander sur les vraies causes de cette abstention. Je crois que ce qui nous intéresse, ou plus précisément ce qui est censé nous intéresser, c'est de reprendre le débat sur le statut, de le modifier, de l'amender. Et d'ailleurs, la rencontre d'hier l'a déjà commencé à travers, mes collègues l'ont déjà cité, à travers la sanction, l'augmentation des salaires, et puis par la suite, la commission technique prendra en charge l'ensemble des points. Il faut avoir confiance dans les institutions. Et le 15 janvier, c'est demain. Et à ce moment, on pourra vérifier nos intentions et nos engagements.
Aujourd'hui, par rapport à votre question, donc sur le terrain, en fait, les grèves, ça ne concerne pas la majorité des classes, ça concerne à peu près 30% des enseignants. Et en fait, je vais dire que pour les élèves qui ont été privés des cours, il y a tout un dispositif qui va être mis en place pour pouvoir reprendre les cours, pour pouvoir apporter le soutien nécessaire, et comme ça ils peuvent poursuivre leurs études normalement. Et justement, il y a des parents d'élèves qui ont fait des propositions, celle d'annuler certaines vacances de l'année pour pouvoir étudier et rattraper le temps perdu et également prolonger l'année scolaire. Monsieur Gdira, pensez-vous que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable. Moi, je table sur la clairvoyance et la sagesse de mes collègues, des professeurs. C'est réalisable. En tout, c'est 26 jours fermes de grève. Donc, si on prend 6 heures par jour multipliées par 26 et qu'on dispatche tout au long de l'année, avec un rajout d'un mois, avec, je dirais, les vacances intertrimestrielles qui pourront être, je dirais, à moitié amputées, on y arrivera. Quel que soit le cas, à mon sens, je pense que question d'année blanche, ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Je dirais... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est ma conviction personnelle. Ce qui est une bonne chose, oui, absolument. Ça n'arrivera pas parce que les professeurs commencent maintenant à comprendre que ce round de négociation, ce n'est pas comme avant. Il y a, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale, le chef de gouvernement, ont présenté... je dirais, une lettre de bonne conscience et d'assurance. Ils ont répondu à la majorité des revendications. Maintenant, les professeurs doivent suivre. Il restera des points en suspens. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre d'ici le 15 janvier tous les problèmes qui concernent les professeurs et le système éducatif. Les points en suspens seront discutés par la suite. Deux grandes revendications ont été accordées par le gouvernement. L'augmentation des salaires, ça c'est, et la suppression des sanctions, bien sûr avec le système d'évaluation. Absolument. Je crois que c'est un pas, c'est une motivation de la part du gouvernement pour aller de l'avant. Monsieur Harichi, vous parliez tout à l'heure, je reviens sur ce chiffre de 3 millions de familles qui sont concernées. Ce sont des personnes qui travaillent. Donc, quels sont les secteurs qui sont impactés par la crise actuelle? Les autres secteurs, autres que l'enseignement, bien évidemment, qui sont impactés par la situation actuelle? Vous savez, l'enseignement, il fait partie des secteurs sociaux les plus importants. Et en général, quand on parle de 80% des élèves qui sont dans le public, donc les parents sont dans l'ensemble des secteurs. On parle presque des secteurs, de l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire leur profession, ils exercent dans l'ensemble des secteurs. Maintenant, les autres secteurs qui sont impactés, parce qu'on parle de l'inflation, c'est vrai, il y a des facteurs qui sont conjoncturels, factuels, et puis il y a des facteurs qui sont structurels. Maintenant, on parle de l'inflation, on parle de la cherté de la vie, on parle que ces parents-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent aller switcher vers le privé? Est-ce qu'ils ont les moyens? Ce sont des questions qui se posent. Et ce n'est pas ça ce qu'on recherche. On recherche une école publique forte, une école qui répond aux attentes des Marocains et aux attentes des familles marocaines, et puis à la vision d'un Maroc, même du nouveau modèle de développement d'ici 2030, Absolument. De former des lauréats, des jeunes qui seront demain ceux qui prendront les décisions donc, dans notre pays. Quand il y a un problème au niveau de l'enseignement et des enfants ne vont pas, j'espère qu'on n'aura pas d'année blanche, bien sûr tout le monde l'espère, et c'est vrai que le gouvernement, on ne va pas le redire, il a présenté des solutions, mais il faut que tout le monde soit d'accord et que ce consensus-là, c'est-à-dire soit réellement mis en œuvre. Maintenant, les secteurs qui peuvent être concernés, c'est que si des parents ont ce problème-là, et ça leur dit, je pense que tous les autres secteurs vont être touchés.
tous les autres secteurs parce qu'il y a des colères ailleurs. On ne peut pas les situer. Quels sont les secteurs, quelles sont les professions, mais toutes les colères, parfois on parle de convergence de colère et de ce qu'on appelle en sociologie politique de frustration relative qui peut augmenter avec ce qui se passe dans l'enseignement. Justement, l'impact socio-économique, c'est sur ça que j'aimerais qu'on accorde. Oui, l'impact socio-économique, si un parent ne peut pas, c'est-à-dire son fils ne va pas à l'école ou ses enfants ne vont pas à l'école. Justement, est-ce qu'ils peuvent rester à la maison déjà si les deux parents qui travaillent, c'est très difficile, qui va être avec les enfants. Absolument. Donc il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Je pense que ce n'est pas seulement un problème de l'éducation. Aujourd'hui, on est dans le chemin d'une solution et c'est tant mieux. Mais il faut que ça soit fait le plus rapidement possible. Bon, et comme a dit monsieur Fouad, donc il a dit que le 14 janvier, c'est pas loin et c'est tant mieux. Il faut trouver une solution rapide, consensuelle, avec tout le monde et pour qu'on plie la page une fois pour toutes. Maintenant, je me tourne vers vous, monsieur Nagy. Que peut-on dire de l'écart potentiel qu'il pourrait y avoir peut-être entre les élèves aujourd'hui qui sont dans le secteur privé et qui continuent leur scolarité normalement? Un grand écart parce que par rapport à celui qui a étudié normalement et celui qui a arrêté ses cours pendant 2 mois, c'est un écart considérable. On peut dire aujourd'hui que les élèves de l'école publique n'ont pas étudié pendant un trimestre. C'est le premier trimestre, n'ont pas étudié. Donc, il y a une incidence très importante sur les acquis scolaires. Monsieur Guedira avait dit tout à l'heure qu'on pouvait rattraper. Oui, on peut rattraper, bien sûr. Perdu, mais moi, je parle de l'écart aujourd'hui. L'écart, il existe. En plus de ça, il y a un écart qui est au temps normal. Il y a des écarts entre l'école publique et l'école privée. D'ailleurs, c'est la cause principale de la mise en route de la feuille de route pour, bien sûr, réformer l'école publique pour qu'elle soit à la hauteur de l'école privée. Mais bien sûr, il y a des solutions pour rattraper. Moi, je pense en plus que ce qui a été dit par Sigdira, on peut penser par exemple à recentrer le programme scolaire sur l'essentiel, parce qu'on sait que le programme scolaire, il est long, mais il y a plusieurs choses dans le programme scolaire qui peuvent... Je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, mais ils peuvent être court-circuités un petit peu pendant cette année. On peut aussi ajouter 2 semaines à la fin de l'année, comme on peut aussi renforcer le soutien scolaire. Et aujourd'hui, dans les écoles pionnières, on parle du soutien scolaire sur la base d'une méthode innovative qui vient de l'Inde, qui s'appelle TARL. Et d'après le ministère de l'Éducation, d'après l'expérimentation qui a été réalisée cette année, ils disent que pendant 2 mois, ils ont réalisé pendant 2 mois le soutien scolaire. Ils disent qu'ils ont rattrapé de 1 à 1 année d'apprentissage. Moi, je doute de ces résultats, mais... Vous semblez douter également, monsieur Guedira. Oui, je doute fort de ces résultats, mais je pense que c'est l'occasion aujourd'hui pour le ministère de l'Éducation pour confirmer ces résultats. À l'occasion de cette crise. On va demander justement à monsieur Fouad Rouadi, mais on va laisser l'occasion à monsieur Guedira de contester avant moi, je demande à monsieur le ministre, excusez-moi l'expression, de faire taire ces cadres. Hein? Pour la simple raison, il est inconcevable, on a passé 40 ans dans l'enseignement, il est inconcevable de rattraper 2 ans en 2 mois. Mais avec un programme apparemment spécifique et innovant. Même le programme spécifique, parce qu'il y a des failles, il y a des insuffisances. Des lacunes peut-être. Si maintenant il y a des études, le ministère de l'Éducation nationale doit, je dirais, les rendre publiques, parce que il y aura toujours un problème de méthodologie. Il y aura toujours, est-ce que c'est une recherche-action? Est-ce que c'est une recherche fondamentale? Est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que c'est quantitatif? Nous avons le syndrome de l'enseignant du supérieur. On titube un petit peu, on tique sur certains points. Et par conséquent, des
je dirais, des phrases lapidaires de cette manière-là, il faut les éviter au maximum. Monsieur Fouad Rouadi, que pouvez-vous nous dire sur ces 600 écoles qui ont justement fait partie de ce programme, des écoles pionnières dites? Oui, et juste par rapport à la situation auquel on est aujourd'hui, je crois que par le passé, on est passé par des crises qui sont un peu plus profondes. Donc on a un retour d'expérience, je parle du Covid, je parle des grèves qui ont duré plus de 3 mois par rapport à Massa. Donc en fait, par rapport à la situation actuelle, tout est encore dans nos mains pour le moment. Par rapport à la grève, et je l'ai dit tout à l'heure, donc en fait, ça ne concerne pas l'ensemble des classes, ça ne concerne pas l'ensemble des écoles. C'est qu'aujourd'hui, entre 30 et 40% des profs qui aujourd'hui participent aux grèves. Et il y a des classes, en fait, des écoles qui travaillent normalement. Pour les 26 jours aujourd'hui de grève, comme l'a dit M. Gdira, et bien sûr, ça peut être rattrapé grâce, comme je viens de dire, au soutien scolaire et aussi avec une éventuelle réorganisation de l'année scolaire. Donc, en fait, aujourd'hui, on a déjà un dispositif sous la main, c'est celui du soutien scolaire qu'on va démarrer dès la semaine prochaine. Déjà, on a 45% aujourd'hui des profs qui ont déjà des cours de soutien implémentés dans leur tableau de service qui vont être réorientés vers les cours. On a des soutiens scolaires qui vont être réalisés en partenariat avec les écoles normales des enseignants, l'ENES. Puis nous avons le programme Aurash aussi qui va apporter de l'aide dans ce propos. Nous avons aussi des associations, des partenaires tels que l'INDH. Nous avons pu aussi contracter des enseignants retraités qui vont aussi apporter de l'aide par rapport à ce point. Et puis, nous avons le soutien scolaire à distance à travers la plateforme Teams aujourd'hui qui dispose d'une banque de cours qui couvre l'ensemble des niveaux et des disciplines. Par rapport au point concernant aujourd'hui l'expérience de l'école pionnière, et là encore, on a une mauvaise compréhension de ce qui se passe au niveau du système. Quand on parle du fait qu'on a pu gagner 2 ans ou 3 ans par rapport aujourd'hui aux approches pédagogiques qu'on a pu expérimenter dans ces écoles, en fait, c'est pas qu'au bout de 6 semaines, on a pu remplacer les 2 années ou les 3 années. Donc, en fait, il y avait deux tests. Un premier qui a été passé pour les élèves, par exemple, je citerai par exemple la 2e année du primaire, puis le même test a été testé pour les élèves de la 4e année, par exemple, du primaire. Après les 6 semaines de soutien et de TARL, on a pu constater que après 6 semaines, on a pu avoir le même taux de maîtrise, de compétences et des acquis pour les élèves qui ont bénéficié de TARL. Ça veut dire, après ces 6 semaines, on a par exemple 80% des élèves de la 2e année primaire qui aujourd'hui maîtrisent ces acquis-là. Et c'était le cas pour les élèves de la 4e année au début de l'année. Donc en fait, c'est ça la signification de ces chiffres et de ces tests qui viennent d'être élaborés. Oui, maintenant aujourd'hui sur le terrain, les techniques, les approches qui ont été utilisées ont montré, chiffres à l'appui, qu'aujourd'hui, ça permet à l'ensemble des élèves, à une grande partie des élèves, de combler leurs lacunes et de pouvoir maîtriser les acquis qui sont nécessaires. Très bien, très bien. Donc un programme avec des résultats pour l'instant positifs et qui pourraient peut-être être reproduits à l'avenir pour les autres écoles restantes. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je vais vous donner chacun la parole pour un dernier message. Donc parlons de ce deadline du 15 janvier, l'après 15 janvier et les scénarios possibles très rapidement parce qu'on arrive au terme de l'émission. Je commence avec vous, Monsieur Haraichi. J'espère que d'ici le 15 janvier, ces problèmes seront dépassés et que l'année blanche sera dépassée
et qu'il y aura un consensus général où tout le monde va trouver son compte, parce que finalement, ce sont nos enfants, c'est le Maroc en fait. Les adultes le Maroc de demain. Monsieur Nagy? Moi, je pense qu'il faut décomposer le dialogue en 2 étapes. Première étape, c'est d'ici le 15 janvier. D'ici là, on peut résoudre quelques problèmes, on ne peut pas résoudre tout. Et après, le 15 janvier, il faut revenir au bon sens. Qu'est-ce que c'est que le bon sens? C'est de mettre la loi cadre comme référence principale du dialogue et des négociations pour arriver à un statut unifié qui soit à la hauteur des aspirations de tout le monde. Monsieur Gdira, très rapidement. Très rapidement, moi je table toujours sur la bienveillance, enfin la bienséance aussi, et la sagesse des enseignants. Il n'y aura pas du bonnet blanche. On a bien compris. Je le répète, parce que les collègues sont conscients du danger et du coût social d'une année blanche. Et vous savez, dans des négociations, il y a toujours des surenchères, c'est tout à fait normal. On demande beaucoup pour avoir quelque chose. Minimum. Très bien. Monsieur Fouad Rouadi, que pouvez-vous nous dire pour conclure cette émission? Je vais dire qu'on doit rester réaliste. On doit penser au sort de nos élèves, comme l'ont fait toujours nos enseignants. On finira sûrement par trouver des terrains d'entente en rapprochant les idées et on aboutira à un accord avant le 15 janvier. Mais d'ici là, on doit regagner le chemin de l'école pour ceux qui sont en grève. Absolument, merci à vous, messieurs. Je vous remercie, monsieur Abdelnasr Nagy. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Monsieur Ali El-Haraichi, vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Monsieur Gdira, donc, vous êtes professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V. Et monsieur Fouad Rouadi, vous êtes directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale à Tétouan. Merci à vous, messieurs, pour ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.